Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un penseur qui a vraiment tout chamboulé, Jean-Jacques Rousseau. C'est un philosophe des Lumières et ses idées sur la société, la liberté, la nature humaine, elles ont littéralement secoué le monde. Et il a posé une question qui franchement nous poursuit encore aujourd'hui. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Voilà, c'est sans doute sa phrase la plus connue et c'est le point de départ de toute sa réflexion. Ça pose un problème immense en fait. Comment est-ce possible? Comment peut-on naître avec cette promesse de liberté totale pour finalement se retrouver prisonnier des sociétés qu'on a nous-mêmes bâties? Pour vraiment cerner le personnage de Rousseau, il faut d'abord comprendre que c'était un homme, plein de contradictions, et pas seulement dans ses écrits non, au cœur même de sa vie. Et là, le contraste est juste incroyable. D'un côté, on a le grand penseur de l'éducation, celui qui écrit Émile, un livre révolutionnaire sur comment élever un enfant. Et de l'autre, on a l'homme qui abandonne ses 5 propres enfants. 5. Il fait l'éloge de la vie simple, du peuple, mais en même temps, il vit grâce au soutien des nobles les plus riches de France. Il nous dit que l'être humain est bon par nature, mais lui-même était célèbre pour ses querelles terribles, même avec ses meilleurs amis. C'est ce décalage, cette tension permanente qui est essentielle pour comprendre sa pensée. Ok, alors la grande question c'est comment a-t-on pu en arriver là? D'où vient le problème? Pour Rousseau, la réponse est claire, c'est la société elle-même. Et pour le prouver, il nous invite à remonter le temps, à imaginer l'humanité à son point de départ, ce qu'il appelle l'état de nature. Alors attention, son état de nature, ce n'est pas du tout une guerre de tous contre tous. Pas du tout. Pour Rousseau, c'est plutôt une existence assez simple, assez solitaire. Les premiers humains, selon lui, étaient guidés par 2 choses, 2 instincts très simples. L'envie de survivre, bien sûr, et une sorte de pitié naturelle pour les autres. C'est tout. Pas de conflit, pas de jalousie, et surtout, pas de propriété. Ce premier instinct, il l'appelle l'amour de soi. Et c'est quelque chose de très sain, de très naturel. C'est tout simplement l'instinct de conservation. On a besoin de se nourrir, de se mettre à l'abri, bref, de survivre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste la base. Mais voilà, dès que la société entre en jeu, quelque chose d'autre apparaît, l'amour-propre. Et là, c'est le début des ennuis. L'amour-propre, c'est une version corrompue de l'amour de soi. L'objectif n'est plus de survivre, non. L'objectif, c'est d'être mieux que les autres. On commence à se comparer, à dépendre du regard des autres. On veut être admiré, on devient jaloux. Bref, tout ce qui nous pourrit la vie. Et pour Rousseau, il y a un moment précis où tout a basculé. Un geste. C'est cette fameuse phrase. Pour lui, le premier qui a planté des piquets autour d'un terrain en disant « ça, c'est à moi » a été le vrai fondateur de la société civile. C'est ça, le péché originel, l'invention de la propriété privée. D'un coup, ça crée l'inégalité, l'envie, le conflit, et ça transforme le saint amour de soi en cet amour propre qui ronge tout. Bon, le constat est assez sombre. La société nous corrompt. Alors on fait quoi? On retourne tous vivre dans la forêt? Évidemment que non. Rousseau n'est pas naïf. Il propose une solution. Une solution politique, et pour l'époque, elle est carrément radicale. L'idée, c'est de retrouver cette liberté perdue, mais au sein même de la société. Alors, comment ça marche? C'est le cœur de son livre le plus célèbre, du contrat social. L'idée, c'est un peu un pari. Pour retrouver une vraie liberté, une liberté civile, chaque individu doit accepter de renoncer à sa petite liberté naturelle. Mais on ne donne pas cette liberté à un roi, non. On la donne à la communauté tout entière, ce qu'il appelle la volonté générale. Et là, la liberté change de sens. Être libre, ce n'est plus faire tout ce qui nous passe par la tête, c'est obéir à des lois qu'on a soi-même, collectivement, créées. Oui, mais ça amène tout de suite une question un peu inquiétante même. Cette volonté générale, qui la définit? Qui la contrôle? Si tout le monde doit s'y plier, est-ce que ça ne risque pas de devenir une dictature de la majorité? Alors, c'est là que Rousseau est très subtil. Pour lui, la volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous. La volonté de tous, c'est juste l'addition de tous nos petits intérêts égoïstes. La volonté générale, c'est autre chose. C'est ce qui ressort quand les citoyens arrêtent de penser à leurs pommes et se posent la question « qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble de la communauté ?» C'est un idéal en fait, un principe qui doit toujours viser le bien commun. Ok, donc on a la solution politique. Mais pour Rousseau, ça ne suffit pas. Pour avoir de bons citoyens, il faut d'abord fabriquer de bons êtres humains. Et ça commence dès la naissance. Il fallait donc repenser complètement l'éducation pour en faire une sorte de bouclier contre les mauvais côtés de la société. Et ça, c'est tout le projet de son autre grand livre, Émile. Et là encore, c'est une révolution. Fini le bourrage de crâne. Pour Rousseau, le but de l'éducation, ce n'est pas d'entasser des connaissances, c'est de préserver la bonté naturelle de l'enfant. Comment? En le laissant apprendre par lui-même, par l'expérience. Pas de punition, mais les conséquences naturelles de ses actes. Et chose super importante pour lui, chaque enfant doit apprendre un métier manuel, pour comprendre la vraie valeur des choses et n'est pas devenir un petit arrogant. Par contre, il y a un énorme mais, un côté beaucoup plus sombre. Ce super programme éducatif, il n'était pas pour tout le monde.
il était pour les garçons. Pour les filles, incarnées par le personnage de Sophie, c'est une toute autre histoire. Selon Rousseau, elles devaient être éduquées dans un seul but, plaire à leur futur mari et s'occuper de la maison. C'est une vision profondément misogyne, qui a été, et à juste titre, violemment critiquée. Et tout ça nous amène au paradoxe final, celui de Rousseau lui-même. Un héritage incroyablement complexe, agité, et des questions qui continuent de nous travailler. Regardez un peu ce parcours, c'est fou. En 1778, Rousseau meurt seul, en fugitif, rejeté de partout. 10 ans plus tard, à peine, la Révolution française éclate. Et les révolutionnaires se réclament de lui. Ils en font un de leurs pères spirituels. Et en 1794, le voilà qui entre au Panthéon en héros de la nation, juste à côté de son ennemi juré, Voltaire. C'est un retournement de situation posthume assez spectaculaire. Mais attention, l'admiration n'a jamais été unanime, loin de là. Les critiques ont été féroces, et elles continuent aujourd'hui. Son concept de volonté générale, certains y ont vu le plan parfait pour justifier toutes les dictatures. Voltaire, lui, se moquait de son idée d'état de nature, disant qu'il voulait nous faire marcher à quatre pattes. Et bien sûr, sa vision des femmes reste une tâche énorme et indélébile sur son œuvre. Au final, on en revient toujours à la question de départ. Rousseau nous a obligés à nous demander si la société est une libération ou une prison. Et plus de 250 ans après, est-ce qu'on a la réponse? Nos sociétés d'aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, nos gouvernements complexes, est-ce qu'elles nous rendent vraiment plus libres? Ou est-ce que les chaînes ont juste changé de forme? La question, elle, reste grande ouverte.